Tracy Ulter est née en 1966 à Chicago. Quand elle était jeune, c'était une bonne élève, elle était très intelligente, elle était assurée d'avoir un avenir prometteur. D'ailleurs, elle est entrée en école de médecine en 1987 avec d'excellentes notes, tellement bonnes qu'elle a obtenu une bourse. Et c'est dans cette école de médecine, à l'âge de 19 ans, qu'elle a rencontré John Pittman, un homme qui deviendra son mari 2 ans plus tard. Et après avoir tous les deux obtenu leur diplôme universitaire, John est devenu chirurgien esthétique, tandis que Tracy a commencé à travailler dans un laboratoire. Le couple a ensuite déménagé à Denver, où John a acheté une maison. Il travaillait plus de 100 heures par semaine pour rembourser le crédit de la maison. Ensuite, ils ont eu un fils qu'ils ont appelé Bert en 1990, donc tout semblait parfait. Mais ce n'était que la surface. Car peu à peu, John a eu l'impression que le comportement de Tracy changeait. En fait, elle n'était pas la fille qu'elle prétendait être. C'est-à-dire que depuis le début, elle faisait semblant d'avoir des choses en commun avec John. Par exemple, John était un grand amoureux des animaux et Tracy disait partager cet amour pour les animaux. Sauf que par la suite, elle négligeait ses propres animaux de compagnie et les menaçait. Mais il n'y avait pas que ça, leur relation était finalement très tumultueuse, ils se disputaient sans cesse, il y avait des problèmes d'argent, Tracy avait des crises de colère et un comportement manipulateur, il y avait des allégations de violence physique des deux côtés, et c'est après la naissance de Bert que la situation a réellement empiré, les disputes augmentaient. Par exemple, un jour, l'une des altercations entre deux a été tellement violente que Tracy aurait sorti une arme à feu et l'aurait agitée devant le nez de John. Donc je ne sais pas quel était le contexte, mais elle aurait pris l'arme et lui aurait dit qu'il ne quitterait plus jamais la maison. Et en 1991, un an après la naissance de Bert, elle a tiré des coups de feu, toujours lors d'une dispute. Et voici un autre événement. Un jour, les parents de John ont découvert que quelqu'un avait volé leur carte de crédit et avait acheté de nombreuses choses pour un montant de plusieurs milliers de dollars. Et après une enquête de police, ils ont retrouvé le voleur de la carte, qui n'était autre que Tracy. Elle a nié catégoriquement d'avoir volé leur carte de crédit lorsqu'elle a été confrontée et aucune plainte n'a jamais été déposée. En tout cas, au fil du temps, leur mariage commençait sérieusement à prendre l'eau. D'ailleurs, vers la fin de leur mariage, après une énième violente dispute, Tracy a de nouveau sorti une arme et l'a pointée sur John en menaçant de le tuer. John, pris de panique, lui, il est sorti de la pièce en courant, puis là, un coup de feu a retenti. Ensuite, c'est Tracy qui est également sortie de la pièce et c'est là qu'elle a dit à John qu'elle avait essayé de se suicider, mais qu'elle n'y était pas parvenue. Les voisins, eux, ont entendu les coups de feu et ont alors appelé la police et c'est ensuite qu'elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique où elle est restée pendant 6 mois. Et malgré tous ces événements traumatisants, John n'a pas quitté sa femme, il l'aimait, ils avaient un fils, donc il est resté. D'ailleurs, leur relation avait semblé s'apaiser après ces 6 mois de traitement en hôpital psychiatrique. En tout cas, durant un temps. Car John a ensuite eu l'impression que Tracy s'éloignait de plus en plus de lui, qu'elle devenait distante. Et par la suite, il a découvert qu'elle avait secrètement augmenté sa couverture d'assurance en imitant sa signature. John a alors décidé, suite à ça, d'engager un détective privé pour enquêter sur sa femme. Et le détective a rapidement recueilli beaucoup d'informations et lui a rapporté des dizaines de photos de sa femme en compagnie de nombreux hommes. Tracy le trompait donc avec plusieurs hommes. Et malgré cette trahison, John n'a pas voulu quitter Tracy. Il a essayé de donner une dernière chance à son mariage. Alors pour tenter de sauver leur union, ils ont déménagé à Chicago. John espérait en fait que dans un nouvel environnement, sa femme romprait alors ses relations avec ses hommes et qu'ensemble ils pourraient réparer leur mariage et se retrouver. Mais lors du déménagement, Tracy a fait quelque chose qui a refroidi l'enthousiasme de John. En fait, leur nouvel appartement ne pouvait pas accueillir d'animaux de compagnie, alors qu'ils avaient eux des chatons et des chiots. Pour Tracy, les animaux représentaient un vrai problème, alors que pour John, il ne concevait absolument pas de se séparer de ces animaux. Et finalement, au lieu de chercher une solution, John a découvert que sa femme les avait vendus à un laboratoire. Alors je ne sais absolument pas comment il a fait pour rester avec elle après ça. Bon, même après qu'elle a voulu le tuer d'ailleurs. Moi, si tu vends mes animaux, c'est dehors.
En tout cas, à ce stade de l'histoire, il est évident qu'elle avait un problème d'ordre psychologique. Pour John, il devenait très dangereux de rester et de continuer à vivre avec cette femme. Bon, il est une nouvelle fois resté avec elle, mais il était devenu froid et distant. D'ailleurs, il a continué à engager des détectives privés pour surveiller le quotidien de sa femme. Quelle vie! Enfin, voici un dernier événement, c'est celui qui a définitivement mis fin à son mariage. Un jour, John a reçu un appel de Tracy, alors qu'il était au travail, lui demandant de rentrer rapidement à la maison car elle avait quelque chose à lui dire. John a tout de suite quitté son travail et s'est mis en route pour rentrer chez lui. Sauf qu'il a eu une intuition, il a alors appelé le détective privé qui suivait sa femme à ce moment-là. Le détective lui a dit qu'elle n'était pas chez eux, mais sur une route et qu'elle était beaucoup trop loin de leur domicile pour pouvoir rentrer maintenant. Donc, pourquoi lui avait-elle demandé de rentrer tout de suite à la maison ? Et juste après cet appel avec le détective, Tracy a rappelé John et lui a dit d'une voix joyeuse et passionnée qu'elle était presque arrivée chez eux et qu'elle avait hâte de le voir. À la suite de cet appel, John n'a finalement pas rejoint son domicile car tout ça était vraiment trop bizarre. Pourquoi sa femme lui demandait-elle de la rejoindre pour discuter d'une chose importante alors qu'elle n'était absolument pas chez eux ? John a alors pensé que quelqu'un l'attendait chez lui, engagé par Tracy, probablement pour l'attaquer ou le tuer. Et donc, c'est après ce nouvel événement qu'il s'est enfin décidé à appeler un avocat pour entamer une procédure de divorce. Ils ont divorcé après 4 ans de mariage. Et au cours de la procédure de divorce, Tracy a déclaré que John avait abusé sexuellement de leur fils Bert, alors âgé de 3 ans. John a nié et lorsque le divorce a été finalisé en 1996, un juge a statué qu'il n'y avait aucune preuve de ces abus. Donc c'était sûrement un mensonge de plus pour salir son ex-mari afin qu'elle obtienne la garde de Bert. Et la procédure de divorce a duré plus de 3 ans et finalement Tracy a obtenu la garde de Bert et la plupart des biens. John quant à lui a dû payer environ $1000 de pension alimentaire par mois. Ensuite, Tracy s'est mariée une seconde fois. Nous allons donc maintenant parler de son second mariage. Avant le divorce officiel de Tracy et son ex-mari John, Tracy avait rencontré sur internet un homme du nom de Michael Roberts. Ils avaient longuement discuté en ligne avant de se rencontrer. Puis lorsque son divorce avec John a officiellement été prononcé en 1996, Michael, qui habitait jusque-là en Australie, s'est envolé vers les États-Unis pour la rencontrer réellement et pour la première fois. Et après avoir passé seulement 18 jours ensemble, ils ont décidé de se marier. Et Michael était loin de s'imaginer dans quoi il s'embarquait, car le mariage de Michael et Tracy s'est déroulé de la même manière que celui de John et de Tracy. C'est-à-dire qu'au début, tout allait bien entre eux, Michael l'aimait beaucoup, puis au fil du temps, les choses se sont dégradées. À nouveau, Tracy a commencé à voir d'autres hommes, à avoir des relations sexuelles avec eux. Un jour, elle a même poursuivi d'ailleurs l'un de ses amants devant les tribunaux en déclarant qu'il l'avait agressé sexuellement et en demandant une énorme compensation financière. Et Michael, tout comme John à l'époque, il est resté avec elle et il souhaitait arranger les choses. Donc après 2 ans de mariage, de péripéties, de souffrances, il a décidé de déménager pour tenter de sauver son mariage. Donc en 1998, Michael ainsi que sa femme Tracy et son beau-fils Bert ont déménagé dans une petite ville à Hurley, dans l'Iowa, une ville qui compte moins de 1000 habitants. Et après leur arrivée, le couple a monté une entreprise qui vendait des formations en technologie de l'information et leur relation semblait s'être lentement stabilisée. Puis peu après, ils ont eu un premier fils, Noah, et 2 ans plus tard, en 2000, Tracy a donné naissance à une fille qu'ils ont appelée Mason. Donc à cette période-là, tout semblait s'arranger. Et dans le même temps, en 2001, Tracy et son ex-mari John se battaient toujours pour la garde de leur fils Bert. John n'avait pas abandonné, il voulait toujours que son fils vienne vivre avec lui. Il savait que Tracy était dangereuse, donc il ne lâchait rien. Mais pour Tracy, c'était hors de question. Alors elle a affirmé une fois de plus que John avait abusé de leur fils. Et ça, ce sont les derniers faits avant le drame. Le drame prend place dans la nuit du 13 décembre 2001. Bert, le fils aîné, appelle la police. They tied her up and they were choking her. My mom got to pick on her, shot the other one
Après avoir reçu cet appel, le commissariat a rapidement dépêché des agents de police sur les lieux du crime. À leur arrivée au domicile de Tracy et de son mari Michael, les policiers l'ont vu caché dans un coin de la cuisine avec ses 3 enfants. Ils découvrent aussi une mare de sang dans une chambre avec le corps sans vie d'un jeune homme. Cet homme présente des blessures par balle, notamment une balle qui lui a traversé la tête. Tracy dit ensuite à la police qu'elle a du mal à respirer, alors elle a été emmenée à l'hôpital ainsi que ses enfants. À propos de l'homme que Tracy a tué, il s'agit de son voisin, un jeune homme de 20 ans nommé Dustin Wade. La police a ensuite rendu visite à Tracy à l'hôpital. Elle a alors une trace rouge au cou qui correspond à une contusion qui, pour le personnel de l'hôpital, semble correspondre à un étranglement. Elle a également des blessures aux mains qui semblent effectivement provenir d'une lutte. Malgré tout, elle n'était pas dans un état grave, donc ils ont tout de suite pu l'interroger. Elle a alors déclaré que ce soir-là, elle était seule à son domicile avec ses 3 enfants, car son mari Michael était absent pour un voyage d'affaires. Puis que vers 16 heures, son voisin Dustin était passé chez elle à la recherche d'un travail. Puis qu'il était parti lorsque l'une de ses amies était arrivée. Elle a déclaré d'ailleurs qu'elle se sentait soulagée que cette amie arrive car elle s'était sentie mal à l'aise en la présence de Dustin. Ensuite, son amie est repartie à 17h15. Puis, au moment de l'incident, ses 2 fils regardaient la télévision dans le salon tandis qu'elle donnait le bain à sa fille. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit avoir entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. La porte n'était pas verrouillée. Elle a alors pensé que c'était son mari qui était rentré plus tôt que prévu à la maison. Sauf qu'elle a entendu les cris de ses 2 garçons. Elle a donc compris que quelque chose n'allait pas. Elle est alors sortie de la salle de bain et c'est là qu'elle a vu 2 hommes. Paniquée, elle a pris ses 3 enfants et les a poussés dans une chambre. Mais avant qu'elle ne puisse elle-même entrer dans cette fameuse chambre et s'enfermer avec eux, les 2 hommes l'ont attrapée par les cheveux et l'ont fait tomber. Tracy a ensuite déclaré qu'elle avait eu l'impression que ces 2 personnes étaient venues pour elle. Car ça n'avait pas l'air d'un cambriolage traditionnel. Ils n'ont pas demandé où étaient les objets de valeur de la maison. Il semblait donc qu'ils soient là pour elle. En tout cas, ensuite, ils ont essayé de l'étrangler avec une paire de collants et c'est là, dans la lutte, qu'elle a perdu ses lunettes. Elle a dit qu'elle a également perdu connaissance pendant un court instant. Mais son instinct maternel, qui lui disait que ses enfants étaient en danger, l'a forcée à se réveiller. Puis elle a entendu les cris de Berthe. Elle a aussi vu les 2 hommes donner des coups de pied dans la porte de la chambre où les enfants étaient cachés. Elle a alors rassemblé son courage, a couru dans une chambre, a atteint le coffre-fort où se trouvent les armes. Par contre, le coffre-fort était verrouillé. Et comme ses lunettes étaient tombées au cours de la lutte, eh bien elle a dû faire plusieurs tentatives de code avant de réussir à déverrouiller la serrure. En tout cas, ensuite, elle a pris une arme, puis là, Dustin l'a trouvée et l'a tirée en arrière par les cheveux. Elle lui a alors tiré dessus. Elle a tiré plusieurs fois jusqu'à ce que son arme soit vidée. Ensuite, Dustin est tombé à terre, mais il bougeait encore. Alors par peur, elle a pris une seconde arme et a de nouveau tiré sur lui jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Concernant le second homme, eh bien lui, il s'était enfui. Et ensuite, c'est là que Berthe a appelé le 911. Donc, selon sa version, elle serait une mère héroïque qui a réussi à combattre avec courage 2 cambrioleurs afin de protéger ses enfants. Mais la police était sceptique quant à sa déclaration. Nous regarderons après les détails de sa déclaration qui comporte pas mal d'incohérences. Pour le moment, parlons de Dustin Wade, le voisin de Tracy et de Michael. Eh bien, Dustin vivait avec sa mère Mona et son père Brett. Dans sa description, il était décrit comme un jeune homme très intelligent, aimant les ordinateurs, les jeux vidéo et le golf. Il était étudiant en éducation spécialisée. C'était aussi quelqu'un de timide, de calme, peu bavard, plutôt introverti et avec peu d'amis. Dans son enfance, il n'avait d'ailleurs jamais été invité à des fêtes d'anniversaire ou à des soirées pyjama. Au niveau de son comportement, il n'y avait donc trop rien à dire. Il se comportait généralement bien. Ce n'est pas une personne que l'on imagine pouvoir cambrioler et commettre des crimes. D'ailleurs, la plupart des personnes qui connaissaient Dustin avaient été choquées quand ils avaient appris la nouvelle, car ils ne pensaient absolument pas qu'il aurait pu cambrioler une maison, ni vouloir ensuite s'en prendre à quelqu'un et la tuer.
Dustin et sa mère Mona étaient très proches de Tracy et de son mari Michael. Ils avaient de très bonnes relations, ils se seraient même liés d'amitié, en particulier avec Michael qui aurait pris Dustin sous son aile. Dustin était déjà allé à l'église avec eux, ils avaient déjà joué ensemble au paintball et Dustin avait même déjà tondu leur pelouse. Donc ils se connaissaient très bien, ils étaient plutôt proches et entretenaient de très bonnes relations. Dustin tenait d'ailleurs le couple en haute estime. Donc, pourquoi leur voisin si sympathique serait-il soudainement entré chez eux pour les cambrioler et s'attaquer à Tracy? Les enquêteurs ont ensuite interrogé les voisins, dont la mère de Dustin. Son témoignage n'a fait que renforcer les doutes des enquêteurs. La mère de Dustin a raconté que la nuit du drame, Tracy a appelé chez eux car elle voulait que Dustin vienne chez elle pour l'aider à réparer un ordinateur. Tracy savait donc parfaitement que Dustin serait chez elle cette nuit-là puisque c'est elle-même qui lui avait demandé de venir. Et concernant les parents de Dustin, ils ont divorcé après la mort de leur fils et malheureusement par la suite son père Brett s'est suicidé le jour de Thanksgiving 2002. Il était devant la tombe de son fils lorsqu'il a pointé un pistolet sur lui et a tiré. Mona a donc perdu son fils, puis 1 an plus tard, son ex-mari. Et c'est après la mort de son ex-mari que Mona a déposé plainte pour mort injustifiée contre Tracy. Elle savait qu'elle était coupable. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait tué ni ce qui s'était passé, mais elle savait qu'elle mentait. Sauf qu'elle a dû retirer sa plainte car les enquêteurs ont déclaré que cela pourrait interférer avec leur enquête car en fait eux aussi avaient des doutes concernant Tracy. Donc elle a retiré sa plainte. Une autre personne a aussi été interrogée, il s'agit de Mary Friedman. Mary est l'amie de Tracy, celle qui était venue chez elle le jour du drame et qui était repartie à 17h15. Mary a raconté qu'initialement ce jour-là, elle devait dormir chez Tracy car leurs 2 maris voyageaient ensemble dans le cadre de leur travail. Mais qu'étrangement et soudainement, Tracy avait annulé la soirée prévue. Sans donner de raison, elle avait simplement annulé à la dernière minute. Mary était surprise, mais elle est bien repartie de chez Tracy à 17h15. Une autopsie a ensuite eu lieu et les soupçons des policiers n'ont fait à nouveau que se renforcer. Car selon la déclaration de Tracy, elle aurait tiré un total de 9 coups de feu et effectivement, Dustin présentait bien 9 blessures par balle. Sauf que Tracy a une forte myopie et rappelez-vous, elle a déclaré qu'elle avait perdu ses lunettes dans la bagarre. Les enquêteurs se sont alors demandé comment elle avait pu réussir à tirer toutes les balles sur Dustin avec des tirs que le médecin juge très précis alors qu'elle avait une vision floue au moment des tirs. Donc, première incohérence. Les enquêteurs ont remarqué d'autres incohérences dans son témoignage. Par exemple, à un moment, elle a dit qu'elle avait tiré les balles dans une certaine position, puis à un autre moment qu'elle les avait tirées mais dans une toute autre position. Ensuite, un autre exemple, au début, elle a déclaré avoir clairement vu le deuxième intrus, elle a d'ailleurs donné une brève description de ce à quoi elle ressemblait, puis lors d'un autre interrogatoire, elle a dit que la deuxième personne portait un masque et donc qu'elle n'avait pas du tout vu son visage. Elle a donc ici clairement donné 2 versions totalement opposées à la police. Nouvelle incohérence. Une fois, elle a affirmé qu'elle avait reconnu le premier intrus comme étant son voisin Dustin. Mais elle a dit plus tard qu'elle n'avait reconnu aucun des 2 intrus. Aussi, lorsque la police a procédé à une inspection minutieuse de la scène du crime et de la maison en général, elle n'a trouvé aucune trace d'empreinte de chaussures, de doigts du second intrus. En clair, le second intrus ne semblait pas exister. Ensuite, les 2 derniers enfants du couple n'ont pas pu apporter d'informations en raison de leur âge. Ils étaient évidemment beaucoup trop jeunes puisqu'ils avaient 3 ans et 1 an. Par contre, l'aîné Bert, qui lui avait 11 ans, était capable de faire des déclarations à la police. Et lors de sa déclaration, Bert a répété à la police exactement la même chose que ce que sa mère avait dit, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un cambriolage et que sa mère Tracy avait tué Dustin en état de légitime défense. Mais selon la police, Bert semblait réciter les mots de sa mère. Ce n'était pas le langage d'un enfant. Et comme son témoignage n'étant pas authentique, les enquêteurs ne pouvaient pas l'exploiter, ne pouvaient rien en faire. En tout cas, et malheureusement, l'enquête s'est arrêtée
ainsi. Elle était toujours ouverte, mais il n'y avait aucune preuve réelle ni sérieuse pour arrêter Tracy. Il y avait oui des incohérences dans ses témoignages, mais c'était trop peu pour l'arrêter, et aussi le second intrus n'a jamais pu être retrouvé, donc l'enquête est restée ainsi. Par contre, à ce moment-là, dans les journaux, les talk shows, Tracy s'est dépeinte comme une mère héroïque. There's this person who's still out there, and as a mother, I have a natural instinct to want to protect my children. Et écoutez bien, c'est suite à cette affaire très médiatisée que Tracy a gagné son nouveau procès qui l'opposait à son ex-mari John pour avoir la garde de Berthe. Car depuis le divorce, John n'avait donc jamais renoncé au droit de garde de Berthe. Ils se bataillaient tous les deux pour avoir sa garde. Et un second procès devait d'ailleurs avoir lieu, mais le drame s'est produit avant. C'est donc suite à cet événement que le tribunal a accordé le droit de garde de Berthe à sa mère Tracy, à une femme prête à tout pour sauver ses enfants. Le tribunal, je pense, ne pouvait faire autrement. Mais après avoir obtenu la garde de Berthe, Tracy ne s'est pas arrêtée là dans son combat contre son ex-mari John. Elle avait eu la garde, certes, mais ce n'était pas encore suffisant. Maintenant, elle voulait salir John à nouveau. Alors un jour, elle s'est adressée à la police et a déclaré qu'elle pensait que Dustin avait été engagé par John car celui-ci aurait voulu se débarrasser d'elle et de Berthe. Bon, la police n'a pas cru aux paroles de Tracy, en même temps c'est un peu tiré par les cheveux. Nous allons maintenant parler du divorce de Michael et Tracy, car au moment du drame, au moment de l'attaque, ils étaient toujours mariés. Donc le jour du drame, Michael n'était pas présent car il était donc en voyage d'affaires. Mais en apprenant la nouvelle, il s'est empressé de rentrer chez lui. Et il a déclaré avoir d'abord également eu des doutes sur les affirmations de sa femme sur le fait que leur voisin Dustin les ait attaqués. Ça lui paraissait invraisemblable car Michael et Dustin étaient donc très proches. Malgré tout, il a cru sa femme. Bon, il faut quand même souligner le contexte, ses enfants avaient été en danger, il y avait une enquête de police en cours, rien ne ressortait sur la possibilité que sa femme mente, Tracy passait aussi à la télévision pour raconter son histoire, donc il ne pouvait pas y mettre trop de doute. La vie a donc finalement rapidement repris son cours et il n'avait pas d'autre choix que d'y croire. Et par la suite, Michael n'a plus eu aucun doute sur les affirmations de Tracy, car il a même proposé une récompense de 10 000 $ pour toute personne ayant des informations sur le second cambrioleur qui s'était échappé. Puis le temps a donc fini par passer, les jours se calmaient et l'ordre commençait à revenir. Sauf que rapidement, Tracy a recommencé à voir des hommes et donc la relation entre Michael et sa femme est redevenue compliquée. Tracy est aussi redevenue violente, extrême, elle fracassait les meubles de la maison, elle faisait des très gros trous dans les murs, dans le sol, il y avait même des disputes physiques et à la suite d'une attaque physique, Michael a été arrêté par la police. Michael s'est aussi rendu plusieurs fois de lui-même à la police pour dire que Tracy avait tenté de le tuer au moins 2 fois et demandait alors à ce qu'elle soit hospitalisée. Et d'ailleurs, une fois, quelques jours avant l'une de ses tentatives de tuer son mari, Tracy aurait souscrit une police d'assurance vie en cas de décès de son mari. Et voici par la suite un autre événement. Un jour, Tracy a mis un médicament dans le repas de Michael. Michael a mangé son repas, puis il s'est ensuite évanoui. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a découvert qu'il était attaché. Tracy, elle, se tenait à côté de lui avec un sac en plastique dans les mains. Puis elle a mis ce sac sur sa tête. Et au moment où Michael allait perdre connaissance, elle a enlevé le sac de sa tête. Elle l'a enlevé de justesse. Et c'est à la suite de cet événement, en avril 2004, que Michael a enfin engagé une procédure de divorce. Un divorce qui sera tout aussi long et fastidieux que celui entre Tracy et son premier mari, John. Car par la suite, Tracy a demandé une pension alimentaire ainsi qu'une ordonnance de protection contre Michael. Elle a ensuite accusé Michael d'être un homme violent, de l'avoir torturé elle ainsi que les enfants. Et encore plus grave, elle a par la suite déclaré à la police que le 29 septembre 2001, donc le jour du drame, l'attaque n'avait finalement pas été organisée par son premier mari John, mais avait été organisée et planifiée par son second mari Michael. Donc là, elle est quand même prête à tout pour détruire les hommes de sa vie. Sauf que lors d'une première version, elle a dit que John avait tout organisé. Ensuite, lors d'une autre version, que Michael était de mèche avec son premier mari pour la tuer. Puis enfin là, elle accusait uniquement Michael.
Et elle a déclaré que le jour du drame, si Michael était en voyage d'affaires, eh bien c'était uniquement pour se créer un alibi. Et quant aux preuves avec lesquelles elle accuse Michael d'être l'investigateur, eh bien elle a déclaré qu'il avait l'habitude de parler dans son sommeil et qu'une fois, lors d'une nuit, il avait admis avoir ordonné à Dustin de tuer Tracy et Bert. Encore une fois, c'est encore bien tiré par les cheveux. D'ailleurs, la police ne l'a absolument pas cru. Pour les enquêteurs, ces allégations étaient complètement absurdes. Et la seconde procédure de divorce a duré 3 longues années. Michael et Tracy ont officiellement été divorcés en 2007. Et le tribunal a également tranché concernant la garde des enfants. Et Tracy avait de nouveau obtenu la garde des 3 enfants, dont les 2 qu'elle avait eus avec Michael, soit Noah et Mason. Et c'est après ce second divorce, en 2007, que Tracy a pris ses 3 enfants, quelques biens et ils ont déménagé au Nebraska, dans la ville d'Omaha. Sauf que Michael, lui, voulait quitter les États-Unis et retourner dans son pays natal, soit l'Australie. Mais il ne pouvait pas laisser son fils et sa fille derrière lui. Alors finalement, afin de pouvoir rendre visite à ses enfants, il a également déménagé à Omaha, donc dans la même ville où avait emménagé Tracy. Et après ce déménagement, Tracy a accusé Michael de les harceler, elle et ses enfants. Mais Michael a affirmé que c'était Tracy qui le harcelait depuis le divorce. Tracy a ensuite également affirmé à la police qu'il était entré par effraction dans sa voiture en 2009 et avait carrément laissé des photos du corps de Dustin à l'intérieur. Sauf qu'il n'y a aucune preuve de ces dires, aucune preuve d'effraction, rien. Et c'est une fois à Omaha que Tracy a décidé de changer complètement d'identité. Elle a changé son nom en Sophia Edwards, elle a aussi changé tous ses documents, donc son permis de conduire, son passeport, son numéro de sécurité sociale. Elle a également aussi pris un accent britannique, apparemment dans le but de se mêler aux riches locaux. Du coup, à ce moment-là, Tracy se reconstruit avec ses enfants et mène la belle vie. Alors qu'à contrario, Michael a du mal à voir ses enfants et continue à se faire diffamer à de nombreuses reprises par Tracy. Ensuite, les enquêteurs ont commencé à se repencher sur ce qui avait bien pu se produire dans la nuit du drame, donc le 13 décembre 2001. Ils se méfiaient toujours autant de l'histoire de Tracy, mais ils voulaient tout réétudier. Ils ont donc essayé de retracer tous les événements et ils ont réinterrogé toutes les personnes. Bert, le fils aîné, a de nouveau lui aussi été interrogé. Et rappelez-vous, lors de son premier interrogatoire, il avait déclaré exactement la même chose que sa mère, donc c'est-à-dire la même version des faits, qu'elle s'était battue pour les sauver. Puis par la suite, il a déclaré qu'il pensait que son père, John, avait quelque chose à voir avec l'attaque. Il le trouvait suspect parce qu'il ne l'avait pas appelé après le drame. Pour lui, si son père ne l'avait pas appelé, c'est qu'il ne s'inquiétait pas et donc qu'il avait quelque chose à voir dans cette histoire. Sauf qu'il est possible que John l'ait appelé mais que Tracy lui ait caché. Il est alors aussi possible que ce soit Tracy qui l'ait à nouveau influencé pour ce second interrogatoire. Puis les enquêteurs sont tournés pendant un court laps de temps vers Michael. Au début, ils n'avaient pas cru les déclarations de Tracy contre Michael, mais après, je ne sais pas pour quelle raison, la police a suggéré qu'il aurait pu en effet convaincre Dustin de tuer Tracy. Et selon la théorie des enquêteurs, ce serait pour obtenir l'assurance vie. Bon, après, je pense surtout que les enquêteurs essayaient d'étudier toutes les pistes et les possibilités. Et leur doute s'était aussi légèrement porté sur Michael car il avait échoué à un test du polygraphe. Alors, ils s'étaient demandé si Michael avait pu être celui qui avait engagé Dustin et s'il n'était pas le second homme présent au domicile cette nuit-là. Sauf que rien ne pouvait l'accuser et il était réellement en voyage d'affaires. Heureusement, il avait un solide alibi. Les enquêteurs ont alors essayé de chercher d'autres suspects. Mais après avoir fait le tour de toutes les possibilités, ils se sont retournés vers Tracy, car finalement tout revenait à elle. Son histoire n'était pas claire, il y avait beaucoup trop d'incohérences. Ces différentes versions, le fait qu'il n'y ait aucune preuve de la présence d'un deuxième intrus cette nuit-là, les enquêteurs pensaient aussi que les marques d'étranglement sur le cou de Tracy ressemblaient plutôt davantage à de simples marques de frottement causées par quelque chose. Autre élément, l'endroit d'où Tracy aurait tiré a aussi paru suspect à la police, car c'était un endroit très restreint d'accès. Pour vous dire, il y avait à peine de place pour se retourner. C'est vraiment un tout petit espace entre le lit et le mur, donc ils ne pensaient pas qu'elle ait pu tirer de cet endroit.
Et concernant les différentes versions du récit de Tracy, eh bien, il y en a une autre de suspecte. Dans l'une de ces versions, elle a déclaré avoir été étranglée avec des collants, puis à un autre moment que ses mains avaient été liées avec des collants. Sauf qu'au départ, elle n'a pas du tout évoqué le fait que ses mains avaient été liées, et donc aussi elle a donné plusieurs versions sur l'utilisation de ces collants. Enfin, les photos de la scène et des blessures de Dustin ont à nouveau été analysées. Et le médecin légiste est également arrivé à de nouvelles conclusions. Les 3 dernières balles tirées à l'arrière de la tête l'ont été alors qu'il était à plat ventre, couché, allongé sur le sol. Donc ce n'était clairement pas de la légitime défense. Donc là, à nouveau, tout accuse Tracy. Pour les enquêteurs, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage, elle a délibérément tué Dustin. Mais pourquoi et comment le prouver ? Eh bien, grâce au nouveau procureur du comté de Sauk. C'est lui qui va débloquer l'affaire et c'est lui qui enverra Tracy Richter devant les tribunaux. Le nouveau procureur s'appelle Ben Smith et il a tout de suite su que cette histoire était suspecte. Il a alors examiné et retravaillé sur l'affaire durant des mois. Et c'est quand il a repris l'enquête qu'un élément de preuve a été mis au grand jour. En fait, dès le départ, c'est-à-dire en 2001, juste après le drame, la police a trouvé une grosse preuve, mais ne l'a pas dévoilée et n'a pas fait d'annonce publique sur cette preuve. Donc, l'annonce de cette preuve n'a été faite que 10 ans plus tard. En fait, peu après le drame, les enquêteurs avaient fouillé la voiture de Dustin et y avaient trouvé un carnet ainsi qu'un ordinateur. L'ordinateur ne semblait pas lui appartenir, ni le carnet d'ailleurs. Ce carnet est un carnet rose à spirale et quant à l'écriture, il semblait que ce soit bien la sienne par contre. Et dans ce carnet, Dustin aurait donc écrit que John Pittman, le premier mari de Tracy, l'avait engagé pour tuer Tracy et son fils Bert. Ensuite, il était aussi écrit qu'il devait faire passer sa mort pour un suicide. Sauf que, malgré le fait que l'écriture ressemblait à la sienne, les enquêteurs avaient un doute sur la véracité de ces écrits, car ils ne pensaient pas qu'il s'agisse réellement du journal de Dustin, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il n'aimait pas écrire, il ne tenait absolument pas de journal, et surtout, il n'avait jamais rencontré le premier mari de Tracy, il ne connaissait absolument pas John. Les enquêteurs se sont alors demandé si Dustin n'avait pas pour habitude de tenir un journal, pourquoi et si soudainement il se serait mis un jour à écrire un plan de meurtre aussi détaillé. S'il voulait réellement les tuer, il aurait gardé le secret, il n'aurait pas écrit un plan de meurtre dans les moindres détails dans un simple carnet. Aussi, les enquêteurs se sont demandé si John avait vraiment voulu tuer Tracy, pourquoi ne pas engager un vrai tueur, un tueur à gages au lieu du petit voisin d'à côté. Et enfin, dans ce journal, il y avait des éléments personnels sur John que Dustin ne pouvait absolument pas connaître. Il y avait par exemple sa description physique, ainsi que d'autres informations personnelles, comme le nom de son avocat, donc des informations que seule une personne très proche de John pouvait savoir. Donc pour les enquêteurs, maintenant c'est sûr, ce n'est pas le journal de Dustin. Et donc si ce n'est pas son journal, c'est qu'il a été piégé. Voici donc maintenant la théorie des enquêteurs sur ce qui s'est réellement produit et surtout pourquoi. Tracy aurait contraint et forcé Dustin à écrire ce texte dans le carnet. On ne sait pas comment elle aurait fait ça, mais on suggère fortement qu'elle l'aurait menacé avec une arme. Et elle aurait donc monté tout un complot de cambriolage, d'aveux sur le carnet. Et pourquoi ? Eh bien pour piéger son premier mari et père de Bert, John Pittman. Et rappelez-vous maintenant que juste avant le drame, John se battait toujours pour obtenir la garde définitive de Bert. Tracy, quant à elle, essayait à tout prix de l'en empêcher, notamment en le diffamant, donc en disant qu'il avait agressé sexuellement leur fils. Mais personne ne croyait à son histoire d'agression sexuelle, donc elle a réfléchi à autre chose. Et c'est là qu'elle a monté tout ce plan. Et d'ailleurs ça a fonctionné, car juste après le drame, elle a été perçue comme une mère héroïque et a obtenu la garde de leur fils Bert. Elle aurait donc tout minutieusement préparé, tout aurait été prémédité. Elle voulait piéger John, le faire passer pour l'homme ayant engagé Dustin pour les tuer, elle et son fils. Et ensuite, forcément, lui il aurait fini en prison et elle, naturellement, elle aurait obtenu la garde de Bert. Alors que si elle perdait la garde, elle perdait aussi dans le même temps la pension alimentaire de 1 000 $ que John lui versait mensuellement. On est d'accord, c'est un plan complètement farfelu, mais bon, disons que c'est digne de Tracy Richter.
Et concernant Dustin, eh bien, elle l'aurait simplement et malheureusement utilisé. Je dis simplement car Dustin n'avait absolument rien à voir avec les divorces, rien à voir avec les problèmes conjugaux, les problèmes de garde, les problèmes personnels de Tracy. Il ne savait rien de tout ça. Donc elle l'a simplement utilisé pour mettre son plan à exécution et détruire son premier mari. Dustin est le vrai innocent et la vraie victime de cette affaire. Elle l'a piégé, l'a impliqué dans son plan pour l'accuser de cambriolage alors qu'il n'a strictement aucun lien avec Tracy, avec John, Bert et leur histoire. Et les enquêteurs n'avaient donc jamais parlé de ce carnet durant 10 ans et avaient gardé cette preuve secrète, car seule la personne réellement impliquée dans le drame connaissait l'existence de ce carnet. La police attendait donc depuis tout ce temps que cette personne se manifeste, en parle, fasse un lapsus ou autre. Car cette preuve n'ayant jamais été révélée au public, si Tracy en parlait, eh bien c'était bien la preuve que ce carnet lui appartenait. Et donc maintenant, les enquêteurs et le nouveau procureur voulaient désormais prouver que Tracy était bien au courant de l'existence de ce carnet trouvé dans la voiture de Dustin. C'était le seul élément dont ils avaient besoin pour pouvoir l'arrêter et l'accuser avec un dossier vraiment solide et complet contre elle. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont recueilli le témoignage d'une amie de Tracy, Mary Higgins. Mary a déclaré que Tracy s'était plainte à elle à de nombreuses reprises au cours des années suivant ce drame en lui disant que la police avait un carnet qui pouvait condamner John mais qu'elle n'avait jamais rien fait. Le témoignage de Mary prouve que Tracy avait bien connaissance de l'existence du carnet. Et donc, grâce à toutes ces preuves et au témoignage de Mary Higgins, Tracy Richter, 45 ans, a été arrêtée en 2011 dans un centre commercial à Omaha et a été accusée de meurtre au premier degré, soit meurtre avec préméditation. Et après son arrestation, son premier mari, John Pittman, a été choqué par l'arrestation de son ex-femme car il avait toujours pensé qu'il s'agissait d'un cambriolage et de légitime défense. Et je trouve ça assez étrange qu'il ne l'ait pas suspecté même une seconde après tout ce qu'elle lui avait fait subir. Il était parfaitement au courant qu'elle était instable, qu'elle était capable de porter de fausses accusations contre quelqu'un. Bon, écoutez, il a été choqué. Son procès a commencé en octobre 2011, près de 10 ans après le drame. Tracy Richter, qui était autrefois saluée comme une héroïne pour avoir protégé sa famille de cambrioleurs, était maintenant jugée pour le meurtre de son voisin de 20 ans. L'accusation a d'abord affirmé que Dustin avait été tué en vue de le piéger, lui et John Pittman, afin que Tracy puisse gagner sa bataille pour la garde de Bert. L'accusation a alors expliqué que dans la soirée du jour du drame, Tracy avait appelé Dustin pour qu'il vienne chez elle pour l'aider. Et lorsqu'il a franchi la porte, elle l'aurait alors menacé avec un pistolet pour qu'il marque ce qu'elle lui disait dans le carnet rose. Et c'est après cela qu'elle lui aurait tiré dessus, mis le carnet dans sa voiture et maquillé la scène. Au cours du procès, John Pittman a été appelé à la barre et il a déclaré qu'il ne savait rien du carnet et qu'il n'avait effectivement jamais rencontré Dustin Wade. La témoin principale de l'accusation fut l'ancienne amie de Tracy qui a déclaré que Tracy lui avait parlé du carnet après le drame. Quant à la défense, elle a affirmé que l'histoire originale de Tracy était vraie, qu'il y avait eu une effraction à son domicile et qu'elle avait tué Dustin en état de légitime défense. La défense a également affirmé que Dustin avait des antécédents de problèmes de santé mentale et de comportement agressif. La défense a également déclaré qu'il y avait une reconstitution médico-légale et que celle-ci était conforme à la déclaration originale de Tracy. Quant à Bert, alors âgé de 21 ans, il a aussi témoigné et il a pris la défense de sa mère et a déclaré que l'effraction de leur domicile était réelle. Il a d'ailleurs remercié sa mère de lui avoir sauvé la vie en disant que ce jour-là, elle avait agi pour le sauver, lui, son frère et sa sœur. Bert a aussi suggéré que son beau-père Michael ait été impliqué. La défense a aussi déclaré que le deuxième intrus pourrait être un homme avec qui Mona, donc la mère de Dustin, avait une liaison à l'époque, un homme du nom de Jeremy Collins. Cet homme a en fait rompu avec Mona et a quitté la ville quelques jours seulement après le drame. Et Bert aurait d'ailleurs identifié ce Jeremy comme étant le deuxième intrus. Bert a quand même donné plusieurs versions. Une fois c'est Michael, une fois c'est son père John et une fois c'est ce Jeremy. Il paraît alors assez clair qu'il a été influencé par sa mère et qu'il tente à tout prix de la défendre.
Quant à Tracy, eh bien, elle n'a pas pris la parole, mais elle a déclaré plus tard dans une interview qu'elle n'avait pas besoin de faire ça pour avoir la garde de son fils, car de toute façon, elle n'en avait jamais douté. Tracy a aussi déclaré avoir éclaté en sanglots quand elle s'était aperçue que c'était sur Dustin qu'elle avait tiré. Elle s'est excusée auprès de la mère de Dustin en ajoutant qu'elle n'avait pas tué son fils intentionnellement. Mona Wade s'est ensuite exprimée et a déclaré qu'elle luttait contre la dépression et l'alcoolisme depuis la mort de son fils. Le 7 novembre 2011, Tracy Richter a été reconnue coupable du meurtre de Dustin Wade. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans des interviews, les membres du jury ont affirmé qu'ils n'avaient pas cru à son histoire, qu'ils n'ont pas cru non plus au récit de Berthe, soulignant qu'il semblait avoir été influencé. Puis, par une étrange et tragique coïncidence, le père de Tracy a été retrouvé mort chez lui le lendemain de sa condamnation. Tracy a ensuite fait appel de sa condamnation 2 fois, dont un en 2017, mais ces 2 appels ont été rejetés. Les appels disaient que son avocat avait bâclé sa défense. Et l'affaire ne se termine pas là, et non, car il ne faut pas sous-estimer Tracy, elle a rapidement refait parler d'elle, et de nouveau de façon choquante. En 2012, quelques jours après sa condamnation, Tracy a envoyé des lettres à un pédophile nommé James Landa, un homme qui était en prison mais qui avait entendu parler de l'affaire de Tracy Richter et qui la soutenait. Et ces lettres demandaient à cet homme de retrouver son ex-mari Michael et ses enfants. Ces lettres contenaient alors le numéro de sécurité sociale de Michael ainsi que d'autres informations personnelles utiles pour pouvoir le retrouver. Il y avait également des informations personnelles sur les enfants ainsi que des photos de Michael et des photos des enfants. Donc avec toutes ces informations, il pouvait être très facilement retrouvé. Et Tracy, pour se défendre, a simplement déclaré qu'elle voulait partager sa vie de famille avec son correspondant. Mais bon, il est clair que ses intentions étaient bien plus sombres. Pourquoi voulait-elle alors retrouver Michael et ses enfants ? Eh bien, en fait, depuis qu'elle est en prison, c'est Michael qui a obtenu la garde des enfants. Et lui, il était prêt à retourner en Australie avec ses enfants, donc dans son pays natal, pour commencer une nouvelle vie et loin d'elle. Mais pour Tracy, il en était hors de question. Elle a alors fait appel au tribunal, disant que leur déménagement en Australie portait atteinte à son droit de visite. Cette affaire a alors été portée devant un juge. Et c'est cette juge qui a statué qu'il devait emmener ses 2 enfants voir leur mère Tracy en prison. Il ne pouvait donc pas emmener ses enfants en Australie car leur mère avait toujours un droit de visite légal. À ce moment-là, ses enfants avaient 14 et 12 ans. Et donc, selon cette juge, Tracy devait être autorisée à voir ses enfants régulièrement. Elle a alors exigé que Michael amène ses enfants pour la voir en prison. Il devait alors faire presque 2000 km pour que les enfants voient leur mère. Pour le procureur Ben Smith, il a déclaré qu'il était inconcevable qu'elle conserve ses droits parentaux après qu'un jury l'a condamnée pour meurtre à perpétuité. D'autant plus que la nuit du drame, elle a aussi également mis la vie de ses enfants en danger. Mais la juge, ayant exigé que ses enfants continuent à la voir, a déclaré que ses enfants avaient vécu longuement avec leur mère, qu'elle avait donc une relation unique avec eux et que c'était une très bonne mère. La juge a même ordonné à Michael de donner son adresse à Tracy afin qu'elle puisse envoyer du courrier à ses enfants. Je trouve la décision et les propos de la juge vraiment incroyables. Comment peut-elle demander à Michael de donner son adresse ? Il a été maintes et maintes fois prouvé que Tracy avait des problèmes d'ordre psychologique, qu'elle était dangereuse, elle a été jusqu'à tuer un homme innocent pour piéger son premier mari, et là Michael devait donner son adresse. C'est vraiment les mettre en danger. Sans parler du fait qu'elle a carrément aussi fait appel à un pédophile pour retrouver son ex-mari et ses enfants. Finalement, en 2014, Michael a obtenu la garde des enfants et ils ont enfin pu déménager en Australie. Depuis, Michael s'est remarié, il a eu une autre fille et quant à Noah et Mason, eh bien, ils ne voient plus leur mère. Enfin, toujours en 2014, des déclarations ont révélé que Tracy et sa mère harcelaient les personnes qui avaient témoigné pour l'accusation lors de son procès. La maison de la mère de Tracy a alors été fouillée et celle-ci a tout nié. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle faisait quelque chose de ce genre, parce que lorsque John bataillait pour obtenir la garde de leur fils, la famille de Tracy, en tout cas normalement probablement sans preuve, mettait des petites affiches sur les voitures des gens disant que c'était un agresseur d'enfants.
Concernant maintenant son fils, Bert, eh bien lui, il a toujours insisté sur le fait que sa mère était innocente et encore aujourd'hui, il le dit. Il a lancé une pétition en 2015 pour faire appel de la condamnation de sa mère, mais n'a obtenu que 130 signatures. Il semble aussi gérer une page Facebook et il a changé son nom en Richter, donc le nom de sa mère, plutôt que Pittman, le nom de son père. Et voilà, c'en est terminé pour cette affaire, une affaire plus que surprenante. Il est clair que la place de Tracy est en prison, même si psychologiquement des choses sont à prendre en compte. Elle a fait vivre un enfer à ses deux maris, elle a porté de nombreuses attaques très graves en diffamation, elle a monté un plan complètement tiré par les cheveux pour battre John et obtenir la garde de Bert. Elle a aussi demandé à un pédophile de retrouver ses enfants. Bref, j'ai plus les mots. Par contre, je n'ai pas trouvé d'études psychologiques sur son cas, je trouve ça dommage. Merci d'avoir suivi cette terrible affaire. J'attends vos retours, vos commentaires, vos avis sur cette incroyable histoire en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.